Ses doigts glissaient le long de ma colonne vertébrale avec une lenteur délibérée, traçant chaque vertèbre comme s'il mémorisait la carte de mon corps. La chaleur d'eau à Barcelone rendait l'air presque liquide, mais ce n'était rien comparé au feu qui brûlait entre nous dans cette chambre au volet mi-clos du quartier gothique. « C'est de la folie, Julien, » murmura-t-il, sa voix rauque portant cet accent gitan qui faisait vibrer quelque chose de primitif en moi. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais même en prononçant ces mots, ses mains me disaient le contraire, caressant, réclamant, possédant. Je me retournai pour faire face à ses yeux sombres qui m'avaient ensorcelé dès le premier regard sur les Ramblas, il y a 3 mois de cela. Matteo. Son nom était une prière sur mes lèvres, un secret que je murmurais dans l'obscurité de nos nuits clandestines. « Alors, pourquoi es-tu ici ?» demandai-je, ma propre voix trahissant à la fois le défi et le désir. « Pourquoi reviens-tu, nuit après nuit ?» Il ne répondit pas immédiatement. À la place, ses lèvres trouvèrent les miennes avec une urgence qui effaçait toute tentative de rationalité. Dans ces moments-là, peu importait que je sois un architecte français respecté, venu restaurer un palais gothique pour des clients fortunés. Peu importait qu'il soit un modèle gitan sans papier, posant pour les touristes sur les Ramblas. Tout ce qui comptait, c'était cette alchimie inexplicable qui nous liait l'un à l'autre. Mon nom est Julien Beaumont, et jusqu'à ce printemps de 1988, ma vie suivait un script parfaitement orchestré. À 35 ans, j'étais associé dans l'un des cabinets d'architecture les plus prestigieux de Paris. J'avais restauré des monuments historiques à travers toute l'Europe, publié des articles dans les revues spécialisées les plus respectées. Ma vie personnelle était tout aussi soigneusement arrangée. Une petite amie convenable, issue d'une bonne famille, des dîners dans les bons restaurants, des week-ends dans la maison de campagne de mes parents en Provence. Tout était parfait, tout était vide. C'est mon associé, Bernard, qui m'avait proposé le projet de Barcelone. Un palais du XIVe siècle dans le quartier gothique, Julien. Les propriétaires veulent une restauration complète mais respectueuse de l'architecture originale. C'est exactement ton domaine d'expertise. J'avais accepté sans hésitation. Barcelona, en 1988, vibrait d'une énergie particulière. La ville se préparait pour les Jeux olympiques de 1992, se réinventant tout en préservant son âme catalane. C'était le projet parfait pour couronner ma carrière naissante. Les premiers jours furent consacrés à l'évaluation du site, à rencontrer les artisans locaux, à m'immerger dans l'histoire du bâtiment. Le palais Montjuïc était un joyau oublié, caché dans les ruelles étroites du Bari gothique. Ses murs de pierre portaient les cicatrices de siècles d'histoire, ses plafonds à caissons réclamaient une attention délicate, ses cours intérieures murmuraient des secrets d'une époque révolue. Je louais un petit appartement à quelques rues du Chantier, dans un immeuble ancien dont les fenêtres donnaient sur une place animée. Chaque matin, je descendais prendre mon café dans un petit bar où les habitués me saluaient désormais d'un bondia chaleureux. Chaque soir, je rentrais épuisé mais satisfait, mes carnets remplis de croquis et de notes. C'était lors d'une de ces promenades vespérales sur les Ramblas que je l'ai vu pour la première fois. Les Ramblas, en été, c'est un spectacle permanent. Jongleurs, musiciens de rue, artistes en tout genre. Mais lui se détachait de la foule comme une apparition. Il posait pour un peintre de rue, immobile comme une statue vivante, torse nu sous le soleil déclinant. Sa peau bronzée brillait de sueur, ses cheveux noirs tombaient en boucles désordonnées sur ses
et épaules. Ses traits étaient d'une beauté presque insolente. Des pommettes hautes, un nez aquilin, des lèvres pleines qui esquissaient un demi-sourire. Mais c'étaient ses yeux qui m'avaient capturé, d'un brun si profond qu'il semblait noir, avec une intensité qui traversait la distance entre nous comme un courant électrique. Je m'étais arrêté sans m'en rendre compte, fixant cette vision avec une fascination que je ne comprenais pas moi-même. Combien de temps suis-je resté là? 5 minutes? 10? Le temps semblait s'être suspendu. Quand le peintre eut terminé, le jeune homme bougea enfin, s'étirant comme un félin au soleil. C'est à ce moment précis que son regard croisa le mien. Un sourire lent, presque arrogant, étira ses lèvres. Il savait exactement l'effet qu'il avait sur moi. Je m'étais détourné brusquement, le cœur battant de manière irrationnelle, et j'avais continué mon chemin d'un pas rapide. Mais son image était gravée dans ma rétine, perturbant mes pensées, même des heures plus tard. Les jours suivants, je m'étais surpris à chercher des excuses pour passer par les Ramblas. Toujours à la même heure, toujours avec l'espoir secret de le revoir. Et invariablement, il était là, posant pour différents artistes, son corps sculpté exposé au regard admiratif des passants. Parfois, nos regards se croisaient. À chaque fois, ce même sourire connaisseur. À chaque fois, cette même décharge électrique qui me traversait. « Tu devrais lui parler », m'avait dit Anthony, le maître maçon du chantier, un homme dans la cinquantaine avec qui j'avais développé une relation cordiale. Il avait remarqué ma distraction, la façon dont mes yeux dérivaient vers les Ramblas pendant nos pauses. « Je ne vois pas de quoi tu parles », avais-je répondu, trop rapidement. Anthony avait ri, une main amicale sur mon épaule. « Julien, à Barcelone, on reconnaît l'amour quand on le voit, même quand celui qui le ressent refuse de l'admettre. » L'amour, c'était ridicule. Je ne connaissais même pas cet homme. Et pourtant, le mot résonnait en moi avec une vérité dérangeante. C'est une semaine plus tard que tout bascula. J'inspectais les fondations du palais avec l'ingénieur structural quand un des ouvriers descendit m'informer qu'un jeune homme demandait à me voir. Il dit qu'il pose pour des artistes et qu'il voudrait proposer ses services pour le projet. Mon cœur fit un bond inexplicable. Je montais les escaliers de pierre usée, essayant de calmer le tremblement de mes mains. Et là, dans la cour intérieure, baignée de la lumière dorée de fin d'après-midi, il se tenait, encore plus magnifique de près que de loin. Monsieur Beaumont, sa voix était grave, légèrement rauque, avec un accent qui chantait. « Je m'appelle Matteo Heredia. On m'a dit que vous restaurez ce palais. »« C'est exact, » répondis-je, m'efforçant de garder un ton professionnel malgré la façon dont mon pouls s'accélérait. « En quoi puis-je vous aider, Seigneur Heredia? »« Matteo, s'il vous plaît. » Ce sourire à nouveau, qui semblait promettre des secrets. « J'ai entendu dire que vous cherchez des modèles pour recréer certaines fresques murales. Je pose régulièrement pour des artistes. Je pensais que mes services pourraient vous être utiles. » C'était vrai que nous avions discuté de la nécessité de recréer certaines parties endommagées des fresques originales et que cela nécessiterait des modèles. Mais l'idée de la voir ici, jour après jour, dans cet espace confiné, c'est une possibilité, dis-je prudemment. Mais cela impliquerait un engagement régulier. Plusieurs semaines, peut-être des mois, et nous ne pouvons pas payer beaucoup. L'argent n'est pas un problème. Il fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous à quelque chose d'intimement proche. J'ai d'autres raisons de vouloir ce travail. La façon dont il prononça ces mots, la façon dont ses yeux s'attardèrent sur mon visage
ne laissait aucun doute sur ce qu'il sous-entendait. Mon souffle se coinça dans ma gorge. Je dois en discuter avec l'équipe, balbutiai-je, me détestant pour ma faiblesse. Revenez demain à la même heure. J'y serai. Il sourit, puis se pencha légèrement, sa voix tombant à un murmure destiné à mes seules oreilles. J'ai remarqué comment vous me regardez sur les remblats, Julien. Je voulais que vous sachiez. Je regarde aussi. Puis il partit, me laissant là, le cœur battant, le corps tremblant, l'esprit en tumulte. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongé dans mon lit, les fenêtres ouvertes sur les bruits nocturnes de Barcelone, je me forçais à affronter la vérité que j'avais évitée. Toute ma vie, cette attirance que je ressentais pour Matteo n'était pas nouvelle. Elle avait toujours été là, enfouie sous des années de déni, de conformité sociale, de peur. J'avais toujours su, quelque part au fond de moi, que ma relation avec Isabelle était plus une façade qu'une véritable histoire d'amour. Elle était belle, intelligente, issue d'une bonne famille. Mes parents l'adoraient. Mais quand je l'embrassais, je ne ressentais pas ce feu que les romans décrivaient, cette passion que je voyais dans les yeux de mes amis quand ils parlaient de leurs amours. Avec Matteo, après seulement 2 rencontres, je ressentais plus que je n'avais jamais ressenti avec Isabelle en 3 ans. Le lendemain, quand il revint, je savais déjà quelle serait ma décision. Je l'engageais comme modèle pour les fresques. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'un prétexte. Les premières semaines furent une torture exquise. Matteo passait ses journées dans l'atelier que nous avions aménagé au 2e étage du palais, posant pour Eduardo le fresquiste que nous avions engagé pour recréer les peintures murales endommagées. J'inventais des excuses pour passer par là, prétendant vérifier l'avancement des travaux, alors qu'en réalité, je ne pouvais pas rester loin de lui. Eduardo, un vieil artiste aux cheveux gris qui avait restauré des églises à travers toute l'Espagne, remarqua rapidement la tension entre nous. Un jour, après que Matteo soit parti, il me dit avec un sourire entendu : « L'art imite la vie, Julien. Mais parfois, la vie imite aussi l'art. Ces fresques que nous recréons racontent l'histoire d'amour interdite. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle ce projet vous a été confié. » Ces paroles restèrent gravées dans mon esprit. Matteo et moi développions une routine. Après ces sessions de pause, nous marchions ensemble dans le quartier gothique, explorant ses ruelles tortueuses, découvrant ses places cachées. Il me racontait son histoire. Né dans une famille gitane près de Grenade, il était venu à Barcelone à 18 ans pour échapper à un mariage arrangé. Il avait survécu en posant pour des artistes, en jouant de la guitare dans les bars, en faisant n'importe quoi pour rester libre. « La liberté », me dit-il un soir alors que nous contemplions la cathédrale illuminée. « C'est tout ce que j'ai. Je ne possède presque rien. Je n'ai pas de papiers officiels, pas de futur certain. Mais je choisis ma vie, et c'est plus précieux que tout l'or du monde. » Sa philosophie était si différente de la mienne, construite sur la sécurité, le prestige, l'approbation sociale. Et pourtant, en sa compagnie, je me sentais plus vivant que jamais. Ce fut lors d'une de ces promenades nocturnes, 1 mois après notre rencontre, que tout changea. Nous étions montés sur les toits du palais pour observer le coucher de soleil sur la ville. Barcelone s'étendait à nos pieds, un tapis de lumière dorée et d'ombre pourpre. La Sagrada Familia s'élevait au loin, comme un rêve architectural inachevé. « Gaudí était fou », dit Matteo, son épaule touchant la mienne alors que nous nous penchions sur le parapet. « Mais c'est la plus belle folie que j'ai jamais vue. »
Il disait que les lignes droites appartiennent aux hommes, les courbes appartiennent à Dieu, répondis-je, très conscient de la chaleur de son corps, si proche du mien. Et à quoi appartient l'amour? Demanda-t-il, se tournant vers moi. Le monde sembla s'arrêter. Ses yeux, si profonds et sombres, me fixaient avec une intensité qui me coupait le souffle. La brise du soir jouait dans ses cheveux, portant son odeur, un mélange de savon bon marché, de sueur propre et quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement lui. L'amour, murmurai-je, ma voix à peine audible, appartient à ceux qui ont le courage de le saisir. Alors aie du courage, Julien. Il se pencha vers moi, lentement, me donnant tout le temps de m'éloigner. Mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, ce fut comme si toutes les pièces d'un puzzle que j'avais passé ma vie à assembler se mettaient enfin en place. Le baiser fut doux d'abord, exploratoire, presque timide. Puis quelque chose se déchaîna en nous. Ses mains trouvèrent mes cheveux. Les miennes agrippèrent sa chemise, et nous nous embrassions comme si nous essayions de rattraper toutes les années perdues à vivre des vies qui n'étaient pas les nôtres. Quand nous nous séparâmes finalement, le soleil avait disparu et les premières étoiles apparaissaient dans le ciel d'été. « Viens chez moi », souffla-t-il contre mes lèvres. Je hochai la tête, incapable de parler, et le suivis. Son appartement était un minuscule studio dans une vieille maison près du port. Un matelas sur le sol, quelques vêtements suspendus à des clous dans le mur, une guitare dans un coin. C'était spartiate, presque misérable, comparé au confort auquel j'étais habitué. Mais quand il m'attira à lui, dans cet espace exigu, rien d'autre n'existait que nous deux. Cette nuit-là, Matteo m'apprit ce que signifiait vraiment être vivant. Ses mains explorèrent mon corps avec une révérence qui me fit trembler. Ses lèvres tracèrent des chemins de feu sur ma peau, et quand nos corps se rejoignirent, finalement, ce fut comme une révélation, une naissance, une transformation complète. À l'aube, allongé dans ses bras pendant qu'il dormait, j'observais son visage détendu par le sommeil. Les premières lueurs du jour dessinaient des ombres douces sur ses pommettes, dans le creux de sa gorge. Il était beau d'une façon qui faisait mal, qui rendait tout le reste insignifiant. Et je sus, avec une clarté absolue et terrifiante, que ma vie ne serait plus jamais la même. Les semaines qui suivirent furent les plus intenses de mon existence. Le jour, je dirigeais la restauration du palais avec le professionnalisme qui avait fait ma réputation. La nuit, je me perdais dans les bras de Matteo, découvrant des aspects de moi-même que j'avais réprimés toute ma vie. Mais nous étions prudents. L'Espagne de 1988, même si elle avait fait des progrès depuis la mort de Franco, n'était pas encore un lieu où deux hommes pouvaient afficher leur amour ouvertement. Et pour moi, avec ma réputation professionnelle en jeu, avec ma famille à Paris qui attendait mon retour pour fiançailles officielles avec Isabelle, le secret était encore plus crucial. Anthony, le maître maçon, savait. Je le voyais dans ses regards compréhensifs, dans la façon dont il détournait poliment les yeux quand Matteo et moi échangions des touches furtives. Mais il ne dit rien, se contentant d'être une présence bienveillante et protectrice. Un jour, alors que nous prenions une pause café sur le chantier, il me raconta son histoire. J'avais ton âge quand j'ai rencontré Marco. Nous avons eu 30 ans ensemble avant qu'il ne meure d'un cancer. Les gens pensaient que nous étions juste des amis, des partenaires d'affaires. Mais nous étions bien plus. Je ne regrette rien, Julien, sauf de ne pas avoir eu le courage de vivre notre amour au grand jour.
Ces paroles me hantèrent. Étais-je en train de construire une vie de regret? Ou étais-je simplement réaliste, protégeant ce que j'avais construit? Matteo, lui, était différent. Pour lui, qui avait toujours vécu en marge de la société, le secret était une seconde nature. Mais il aspirait à plus. Un jour, me disait-il souvent, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Un jour, nous marcherons ensemble sur les remblais en nous tenant la main, et personne ne pourra nous dire que c'est mal. Un jour, répondais-je, voulant y croire, même si je savais que ce jour semblait encore lointain. Mais notre bulle de bonheur secret ne pouvait pas durer éternellement. La réalité finit toujours par nous rattraper. Ce fut Isabelle qui déclencha la crise. Elle m'appela un soir de juillet, sa voix enjouée résonnant à travers la ligne crachotante. « Julien chéri, j'ai une surprise. Je prends le train demain pour Barcelone. Tes parents pensent qu'il est temps que je voie ton fameux projet. Et puis, cela fait 3 mois que tu es parti. Tu me manques. » Mon sang se glaça. Isabelle, ce n'est vraiment pas le bon moment. Le chantier est dans une phase cruciale. Je travaille 16 heures par jour. Justement, tu as besoin d'une pause. Je ne resterai qu'un week-end. Allez, ne me dis pas non. Comment refuser sans éveiller ses soupçons? Je bafouillais quelques excuses, mais finis par accepter. Après avoir raccroché, je restais là, le combiné dans la main, le poids de mes mensonges s'abattant sur moi comme une avalanche. Matteo réagit mal quand je lui en parlais. « Alors quoi? Tu vas jouer le petit ami parfait pendant qu'elle est là? Faire semblant que je n'existe pas? Ce n'est que pour quelques jours, plaidai-je, détestant le ton défensif de ma voix. Ensuite, elle repartira et tout redeviendra normal. » « Normal » cracha-t-il le mot comme si c'était du poison. « Tu veux dire secret, caché, honteux. Ce n'est pas ça. Tu sais que ce n'est pas ça. » Alors qu'est-ce que c'est, Julien? Ses yeux brillaient de colère et de douleur. Parce que d'où je me tiens, on dirait que tu as honte de moi, de nous. Je te protège, je nous protège. Non. Il secoua la tête, ses cheveux sombres balayant son visage. Tu protèges ta réputation, ton confort, ta vie parfaitement arrangée à Paris. Je ne suis qu'une aventure d'été, n'est-ce pas? Quelque chose d'exotique pour pimenter ta vie ennuyeuse avant de retourner à ta petite amie acceptable. Ces mots me transpercèrent comme des lames. Tu sais que c'est faux. Tu sais ce que je ressens pour toi. Des sentiments? Il rit amèrement. Les sentiments ne signifient rien sans action, Julien. L'amour, c'est du courage. Et toi, tu es un lâche. Il partit avant que je puisse répondre, me laissant seul dans son studio misérable, entouré par les fantômes de nos nuits passionnées. Le week-end avec Isabelle fut un cauchemar. Elle était charmante, enthousiaste, admirant le palais, impressionnant mes collègues, jouant parfaitement le rôle de la fiancée de l'architecte distingué. Et moi, je jouais mon rôle aussi, souriant, tenant sa main, embrassant sa joue, tout en me sentant comme un imposteur, un menteur, un traître. Matteo ne vint pas au chantier ce week-end. Eduardo me dit qu'il était malade, mais je connaissais la vérité. Il ne pouvait pas supporter de me voir avec elle. Le dimanche soir, après avoir accompagné Isabelle à la gare, je courus directement chez Matteo. Je frappai à sa porte pendant 10 minutes avant qu'il n'ouvre enfin. Il avait l'air ravagé, ses yeux rouges, ses joues creuses. « Que veux-tu, Julien? »« Toi. Je veux toi. Seulement toi. » »« Alors prouve-le. Comment? Dis-moi comment, et je le ferai. » Il me fixa longuement, puis « Viens avec moi quelque part. Demain. Juste nous deux. »
Pas de secret, pas de cachette. Je veux passer une journée avec toi où nous n'avons pas à prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. D'accord, dis-je sans hésitation. Où veux-tu aller? Un sourire lent étira ses lèvres. Laisse-moi organiser. Fais-moi confiance. Le lendemain, nous prîmes le train, tôt le matin, vers Sitges, une petite ville côtière au sud de Barcelone. Matteo avait entendu dire que c'était un endroit plus tolérant, où les artistes et les gens différents trouvaient refuge. La journée fut magique. Nous marchâmes sur la plage, main dans la main. Nous mangeâmes du poisson grillé dans un petit restaurant en bord de mer. Nous nous embrassâmes sous le soleil éclatant, sans nous cacher, sans peur. Et personne ne nous regarda avec horreur ou dégoût. Certains sourirent même avec bienveillance. « Tu vois, » dit Matteo, alors que nous étions allongés sur le sable, son corps pressé contre le mien. « C'est possible, un endroit où nous pouvons être nous-mêmes. » Et pour la première fois, depuis des semaines, je me permis d'espérer. Peut-être qu'un futur était possible. Peut-être pas maintenant, pas ici, mais quelque part, un jour. En août, la chaleur devint étouffante. Barcelone se vidait de ses habitants, partit vers les plages plus fraîches. Le chantier ralentit. J'avais plus de temps libre et je le passais avec Matteo, explorant la ville que nous partagions comme un territoire secret. Il me fit découvrir des endroits que je n'aurais jamais trouvés seul. Des bars cachés dans des caves où les gens dansaient jusqu'à l'aube. Des jardins secrets perchés sur les toits. Des places abandonnées où nous étions seuls avec les chats errants et nos rêves murmurés. Avant de continuer cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays suivez-vous ce récit d'amour à Barcelone? Laissez-moi votre réponse en commentaire. Cela me toucherait beaucoup de savoir où mes histoires voyagent. Une nuit, Matteo m'emmena voir la Sagrada Familia sous les étoiles. Nous nous glissâmes dans le site de construction par une brèche dans la clôture, comme des adolescents en quête d'aventure. Au milieu des échafaudages et des colonnes inachevées, entourés par l'ambition folle de Gaudí, nous fîmes l'amour. C'était téméraire, dangereux, parfaitement inapproprié. C'était aussi l'une des expériences les plus transcendantes de ma vie. Gaudí ne verra jamais son œuvre terminée, dit Matteo après, alors que nous étions allongés sur nos vêtements éparpillés, contemplant les voûtes partielles au-dessus de nous. Il travaille sur quelque chose qui lui survivra, quelque chose de plus grand que lui. C'est ça, le véritable amour, non? Construire quelque chose qui dure au-delà de nous. Ces paroles résonnèrent en moi avec une force prophétique. Fin août arriva trop vite. Le projet de restauration touchait à sa fin. Les fresques étaient terminées, les plafonds réparés, les cours restaurées dans leur gloire gothique. Dans 2 semaines, je devais retourner à Paris, retourner à ma vie d'avant, retourner à Isabelle et aux attentes de ma famille. Mais comment pouvais-je retourner à cette existence fade, maintenant que je connaissais cette passion, cette vie vibrante avec Matteo? Ne pars pas, me dit-il une nuit, ses doigts traçant des motifs sur mon torse. Reste avec moi. Comment? Je n'ai pas de travail ici, pas de visa permanent. On trouvera un moyen. On trouve toujours un moyen quand on aime vraiment. Et Paris? Ma carrière? Ma famille? Ta prison, tu veux dire. Il se redressa, me regardant avec une intensité qui me brûlait. Julien, je t'aime. Je t'aime d'une façon que je n'ai jamais aimé personne. Mais je ne peux pas être ton secret. Éternel, je ne peux pas être celui que tu caches pendant que tu construis une vie respectable ailleurs.
Soit tu m'aimes assez pour me choisir, soit tu ne m'aimes pas du tout. Ce n'est pas juste, protestai-je. Tu sais que je t'aime, mais c'est compliqué. L'amour n'est pas compliqué, c'est les gens qui le compliquent. La question est simple, m'aimes-tu plus que tu as peur? Cette question me hanta pendant les jours qui suivirent. M'aimait-il plus que j'avais peur? Peur du jugement de ma famille, peur de ruiner ma carrière, peur de l'inconnu, peur de vivre authentiquement. Le dernier jour de travail sur le chantier arriva. Mes collègues organisèrent une petite fête pour célébrer l'achèvement du projet. Mes clients, le comte et la comtesse de Montjuïc, exprimèrent leur satisfaction avec effusion. Bernard appela depuis Paris pour me féliciter. Tout le monde était content, sauf moi. Ce soir-là, je marchais seul dans les rues du quartier gothique, essayant de mémoriser chaque détail. L'odeur du jasmin dans les cours intérieures, le son des guitares s'échappant des bars, la texture des pavés sous mes pieds, et surtout l'appartement misérable de Matteo, où j'avais trouvé plus de bonheur que dans tous les palais du monde. Quand j'arrivai à sa porte, il était assis sur le seuil, sa guitare sur les genoux, jouant une mélodie triste qui semblait capturer exactement ce que je ressentais. « Tu pars demain », dit-il sans lever les yeux de ses cordes. « Oui. Et tu ne reviens pas. » Ce n'était pas une question. Il connaissait déjà la réponse. Il l'avait lue dans mon silence, dans mes hésitations, dans ma lâcheté. « Matteo, ne dis rien. » Il posa sa guitare. « Je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas d'explications. Je veux juste une dernière nuit. Peut-on avoir ça? Une dernière nuit où on fait semblant que demain n'existe pas. Cette nuit-là fut à la fois la plus belle et la plus douloureuse de ma vie. Nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée, comme si nous pouvions graver nos corps l'un dans l'autre, créer une mémoire physique qui durerait à travers la séparation. Nous parlâmes de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de l'avenir. Nous restâmes éveillés jusqu'à l'aube, refusant de gaspiller une seule minute dans le sommeil. Quand les premières lueurs du jour filtrèrent à travers la fenêtre, Matteo se leva et s'habilla en silence. Je le regardais, mémorisant chaque mouvement, chaque courbe de son corps. « Je ne viendrai pas à l'aéroport, » dit-il, son dos tourné vers moi. « Je ne peux pas te regarder partir. »« Je comprends. »« Non, tu ne comprends pas. » Il se retourna alors, et je vis des larmes sur son visage pour la première fois. « Tu ne comprends pas ce que c'est d'aimer quelqu'un assez pour le laisser partir, même si ça te brise. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être le secret de quelqu'un, jamais la priorité. C'est faux. Tu es... Quoi? Ton... Quoi, Julien? Pas ton petit ami, puisque tu en as déjà une. Pas ton amour, puisque tu ne peux pas me choisir. Juste ton... Quoi? Ton aventure d'été? Ta phase d'exploration avant de retourner à une vie normale. Ne dis pas ça, ce n'est pas ce que tu es pour moi. Alors qu'est-ce que je suis? Il s'approcha de moi, ses yeux brûlants d'intensité. Dis-le-moi. Et cette fois, sois honnête. Qu'est-ce que je suis pour toi? Je le regardais, cet homme magnifique et impossible qui avait réveillé des parties de moi que je ne savais même pas endormies. Cet homme qui représentait tout ce que je désirais et tout ce que je craignais. Cet homme que j'aimais au-delà de la raison, mais pas assez pour être courageux. « Tu es l'amour de ma vie », dis-je finalement, la vérité s'échappant de mes lèvres comme une confession. Et je ne suis pas assez courageux pour te garder. Quelque chose se brisa dans son expression. Il hocha la tête, lentement, comme s'il acceptait enfin une vérité qu'il connaissait depuis le début.
Au moins, tu es honnête maintenant. » Il s'approcha, posa une main sur mon visage, me caressa doucement. « Je t'aimerai toujours, Julien Beaumont, et je haïrai toujours le monde qui t'a appris à avoir peur d'aimer. » Il m'embrassa une dernière fois, un baiser doux et déchirant qui goûtait les larmes et le regret. Puis, il partit, me laissant seul dans son appartement vide, entouré par les fantômes de ce que nous aurions pu être. Je retournai à Paris. Je repris mon poste au cabinet d'architecture. Je continuai ma relation avec Isabelle, bien que quelque chose en moi se soit éteint de façon irréversible. Mes collègues remarquèrent le changement, commentant que Barcelone m'avait transformé, que j'étais devenu plus sombre, plus introspectif. Ils ne savaient pas à quel point ils avaient raison. Les mois passèrent. L'hiver arriva, gris et froid, si différent de l'été brûlant à Barcelone. Je travaillais mécaniquement, vivais mécaniquement. La nuit, je rêvais de ruelles gothiques et d'yeux sombres. Ce fut en décembre, alors que Paris se parait de lumière de Noël, qu'Anthony m'appela. Sa voix, à travers la ligne, était grave, lourde de chagrin. « Julien, j'ai des nouvelles de Matteo. » Mon cœur s'arrêta. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Quitté Barcelone il y a 2 mois. Personne ne sait où il est allé. Il a dit à Eduardo qu'il ne pouvait plus rester dans une ville remplie de souvenirs de toi. Je m'effondrai sur ma chaise, le combiné serré contre mon oreille. « Il va bien? » ?»« Je ne sais pas, mon ami. Je voulais juste que tu saches. » Après avoir raccroché, je restai assis dans l'obscurité de mon bureau, la douleur me submergeant comme une vague. Matteo était parti, disparu quelque part dans le vaste monde, emportant avec lui la meilleure partie de moi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je pleurais. Je pleurais pour ce que nous avions eu. Je pleurais pour ce que j'avais abandonné. Je pleurais pour l'homme que j'aurais pu être si j'avais eu plus de courage. Isabelle me trouva ainsi, recroquevillé sur le sol de mon bureau, secoué de sanglots. « Julien, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? » Comment pouvais-je lui expliquer? Comment pouvais-je lui dire que je pleurais un homme que j'avais aimé, un homme que j'aimais encore, un homme qui avait rendu sa présence dans ma vie complètement insignifiante par comparaison? Je ne peux pas faire ça, murmurai-je finalement. Faire quoi? Nous, cette vie, ce mensonge. Je levai les yeux vers elle, la regardant vraiment pour la première fois en moi. Elle était belle, gentille, parfaite sur le papier, et je ne ressentais absolument rien. « Je suis désolé, Isabelle, je suis tellement désolé, mais je ne peux pas t'épouser. » Ce qui suivit fut difficile. Les conversations pénibles avec Isabelle, qui méritait tellement mieux qu'un homme qui ne pourrait jamais l'aimer, comme elle le méritait. Les confrontations avec mes parents, leurs visages passant de la confusion à la colère à la déception. Les rumeurs au cabinet, les regards en coin, les murmures. Mais quelque chose en moi s'était réveillé. La graine que Matteo avait plantée ce été à Barcelone avait finalement germé. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. En janvier, je donnai ma démission au cabinet. Bernard fut abasourdi. « Tu te suicides professionnellement, Julien. Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je retourne à Barcelone, » répondis-je, surpris moi-même par la certitude dans ma voix. « Je vais m'installer là-bas, ouvrir mon propre cabinet. Il y a tellement de travail avec la préparation des Olympiques. Et c'est tout? C'est juste pour le travail? » Je le regardais, cet homme avec qui j'avais travaillé pendant des années. « Non, c'est pour moi. C'est pour être enfin honnête sur qui je suis. » Il hocha lentement la tête, une compréhension naissante dans ses yeux. « Je vois. Eh bien, dans ce cas, je te souhaite bonne chance. » Je retournai à Barcelone en février.
La ville était différente sous le ciel d'hiver, plus froide, plus grise, mais toujours belle. Je louais un petit bureau dans le quartier gothique, à quelques rues du palais que j'avais restauré. Je commençais à construire une nouvelle vie, une vie honnête. Mais je ne trouvais pas Matteo. J'allais sur les Ramblas, j'interrogeais les artistes de rue, je visitais les bars et les cafés que nous avions fréquentés. Personne ne l'avait vu. Il avait disparu comme un fantôme, ne laissant que des souvenirs et une douleur lancinante. Les mois passèrent. Mon cabinet commença à prospérer. Je travaillais sur des projets pour les Olympiques, gagnant progressivement une réputation dans la ville. Je me fis de nouveaux amis, dont certains étaient ouverts sur leur propre homosexualité. Pour la première fois de ma vie, j'appartenais à une communauté. J'étais entouré de gens qui me comprenaient. Mais Matteo restait une absence, une plaie qui ne guérissait pas. Ce fut Antonio qui me donna l'indice, presque 1 an après mon retour. Nous prenions un café près du port quand il mentionna casually « Eduardo a reçu une carte postale de Matteo. Il est à Paris. » Mon cœur bondit. Paris? Où à Paris? Je ne sais pas exactement. Mais Eduardo a dit qu'il travaillait dans un théâtre, quelque chose comme ça. Il a l'air d'aller bien. Paris. Il était à Paris pendant que j'étais à Barcelone. L'ironie était presque cruelle. Cette nuit-là, je pris une décision. J'avais fui une fois. J'avais choisi la lâcheté une fois. Je ne le ferai pas 2 fois. Je réservais un billet de train pour Paris. Puis je passais des jours à appeler tous les théâtres de la ville, jusqu'à ce que finalement, au théâtre de la Bastille, une voix me dise « Matteo Heredia. Oui, il travaille ici comme technicien et fait parfois des apparitions sur scène. Vous voulez laisser un message? » Non, dis-je, mon cœur battant si fort que j'avais du mal à respirer. Je viendrai en personne. Le voyage jusqu'à Paris fut le plus long de ma vie. Chaque kilomètre me rapprochait de lui. Chaque minute apportait un nouveau tourbillon d'émotions. Peur, espoir, terreur, joie. Que dirais-je? Comment réagirait-il? Avait-il continué sa vie? Avait-il trouvé quelqu'un d'autre? Pouvait-il me pardonner? J'arrivai à Paris un mercredi après-midi. Je me rendis directement au théâtre, mon sac encore à la main, refusant de perdre 1 minute de plus. La représentation du soir était Roméo et Juliette dans une adaptation moderne. J'achetai un billet et me glissai dans la salle obscure, mes mains tremblantes, mon cœur menaçant d'exploser. Et puis, il était là, sur scène, sous les projecteurs, plus magnifique que dans tous mes souvenirs. Il jouait Roméo, son corps se mouvant avec une grâce qui me coupa le souffle. Sa voix, en français maintenant, avec seulement une trace de son accent espagnol, déclamait les vers avec une passion qui faisait vibrer chaque atome de mon être. Je le regardais, incapable de détacher mes yeux de lui, buvant chaque mouvement, chaque expression. Il avait changé. Ses cheveux étaient plus courts, son visage légèrement plus émacié. Mais c'était toujours lui. Toujours mon Matteo. Quand la pièce se termina et que les acteurs saluèrent sous les applaudissements, nos regards se croisèrent à travers la salle bondée. Je vis la reconnaissance passer sur son visage, suivie par un choc, puis par quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Espoir, colère, douleur. Il disparut en coulisses. Je me précipitai vers la sortie des artistes, mon cœur battant, ma bouche sèche. Allait-il même accepter de me voir? J'attendis pendant ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que 20 minutes. D'autres acteurs sortirent, me jetant des regards curieux. Puis, finalement, il apparut. Nous fîmes face dans la ruelle mal éclairée derrière le théâtre.
séparés par 2 mètres qui auraient pu aussi bien être un océan. « Julien, dit-il finalement, sa voix neutre sans émotion, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche. Depuis des mois, je te cherche. Eh bien, tu m'as trouvé. Félicitations. » Il y avait de l'amertume dans son ton. Maintenant quoi? Maintenant, je pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. Maintenant, je te dis ce que j'aurais dû te dire il y a 1 an. Je t'aime. Je t'ai aimé depuis le premier moment où je t'ai vu sur les Ramblas. Je t'aime maintenant, et je t'aimerai toujours. L'amour n'est pas suffisant, Julien. Tu me l'as appris. Tu as raison. L'amour sans courage n'est rien. Je fis un pas vers lui, mais j'ai changé. J'ai quitté Paris, j'ai quitté ma fiancée, j'ai abandonné tout ce qui me retenait. J'ai choisi de vivre authentiquement, d'être honnête sur qui je suis. J'ai ouvert mon propre cabinet à Barcelone. Je me suis construit une nouvelle vie. Pourquoi? Pour qui? Pour moi d'abord. Parce que tu avais raison. Je vivais dans une prison que j'avais construite moi-même. Mais aussi, ma voix se brisa légèrement. Aussi, dans l'espoir qu'un jour, je serai assez courageux pour te retrouver et te demander de me donner une seconde chance. Le silence s'étira entre nous. Des voitures passaient dans la rue au bout de la ruelle. Quelque part, quelqu'un jouait de l'accordéon. Paris continuait sa vie autour de nous, indifférente à ce moment qui déciderait de mon avenir. « Tu m'as brisé le cœur », dit finalement Matteo, sa voix à peine un murmure. « Je sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de le réparer si tu me laisses faire. Comment peux-tu me demander de te faire confiance à nouveau? Je ne peux pas. Je ne peux que te montrer qui je suis devenu, te prouver que je ne suis plus l'homme qui a eu trop peur de t'aimer. » Je sortis quelques-uns, à chose de ma poche, un petit paquet enveloppé de papier brun. Je t'ai apporté quelque chose. Il l'ouvrit avec des doigts tremblants. C'était une clé. La clé de mon appartement à Barcelone, expliquai-je. Pas pour que tu viennes vivre avec moi, pas maintenant, mais pour que tu saches qu'il y a toujours une place pour toi. Dans mon appartement, dans ma vie, dans mon cœur. Matteo regarda la clé, puis moi, puis à nouveau la clé. Des larmes brillaient dans ses yeux. Je ne sais pas si je peux faire ça à nouveau, Julien. Je ne sais pas si je peux risquer mon cœur une 2e fois. Je comprends, et je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. J'avalais difficilement. Mais avant que tu décides, je veux que tu saches quelque chose. L'été que nous avons passé ensemble à Barcelone n'était pas une phase pour moi. Ce n'était pas une aventure. C'était le moment où j'ai enfin compris qui j'étais vraiment. Tu m'as sauvé, Matteo. Tu m'as montré ce que signifiait être vivant. Il essuya ses yeux, un geste brusque qui trahissait son émotion. Tu ne peux pas débarquer comme ça après 1 an et t'attendre à ce que... Je ne m'attends à rien. Je demande seulement une chance de te prouver que je suis différent. Que nous pouvons être différents. Matteo ferma les yeux, la clé serrée dans son poing. Je pouvais voir la bataille intérieure se dérouler sur son visage, l'amour luttant contre la prudence, l'espoir contre la peur. « D'accord, » dit-il finalement, si doucement que je crus d'abord avoir mal entendu. « D'accord, une chance. Mais Julien... » Il ouvrit les yeux, me fixant avec une intensité qui me transperça. « Si tu me brises le cœur à nouveau, ce sera définitif. Tu comprends? » Je comprends. Mon cœur débordait de gratitude, de soulagement, d'amour. Je ne te décevrai pas, je te le promets. Les promesses sont faciles, c'est les tenir qui est difficile. Alors, laisse-moi commencer maintenant. Je tendis la main vers lui, une invitation,
pas une exigence. Viens avec moi. Pas pour toujours, pas tout de suite, juste pour ce soir. Laisse-moi te montrer que je suis sérieux. Il regarda ma main pendant un long moment. Puis, lentement, il la prit. Nous passâmes cette nuit à parler. Je lui racontais tout ce qui s'était passé depuis notre séparation. Les conversations difficiles, les ruptures nécessaires, les changements que j'avais entrepris. Il me parla de son voyage à Paris, de sa lutte pour apprendre le français, de la façon dont le théâtre lui avait donné un but quand il était perdu. Je pensais à toi chaque jour, admit-il, alors que nous regardions le soleil se lever sur Paris depuis ma chambre d'hôtel. Je me détestais pour ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Moi aussi. Je passais mes doigts dans ses cheveux, un geste si familier et pourtant si nouveau après tout ce temps. Chaque matin, je me réveillais en espérant que ce serait le jour où je te retrouverais. Et maintenant que tu m'as trouvé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, dis-je en l'embrassant doucement. Nous commençons à nouveau. Mais cette fois, nous le faisons bien. Pas de secret, pas de honte, pas de peur. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate de reconstruction. Matteo continuait à travailler au théâtre, à Paris, pendant que je retournais à Barcelone pour gérer mon cabinet. Nous nous téléphonions tous les jours, de longues conversations qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Nous échangions des lettres, des mots d'amour et d'espoir couchés sur papier. Et chaque week-end, l'un de nous prenait le train pour rejoindre l'autre. Parfois, je venais à Paris, le regardant sur scène, l'attendant après les représentations. Parfois, il venait à Barcelone, m'aidant avec mes croquis, explorant la ville que nous avions partagée. C'était difficile. Il y avait des doutes, des insécurités résiduelles, des moments où les vieilles blessures se rouvraient. Mais nous persistions, déterminés à faire fonctionner ce qui semblait impossible. Ce fut en mai, presque exactement 2 ans après notre première rencontre, que tout changea à nouveau. Matteo m'appela un soir, l'excitation perceptible dans sa voix. Le théâtre va monter une nouvelle production, une pièce espagnole moderne. Ils veulent que je joue le rôle principal. C'est merveilleux. Je suis si fier de toi. Attends, il y a plus. La production sera présentée d'abord à Paris, puis elle va en tournée. Et une des villes sur la tournée est... Il fit une pause dramatique. Barcelone. 3 mois à Barcelone, Julien. 3 mois où nous pourrons être ensemble sans avoir à nous dire au revoir chaque dimanche. Mon cœur bondit. Vraiment? Quand? La tournée commence en août. Il rit, ce rire que j'aimais tant. On dirait que nous allons avoir un autre été à Barcelone. Cette fois, faisons-le bien. À ce moment, j'aimerais vous poser une question, chers auditeurs. Est-ce que vous appréciez cette histoire jusqu'à présent? Si vous le souhaitez, laissez une note de 0 à 10 en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce récit. Vos retours me touchent énormément et m'encouragent à continuer à partager ces histoires. L'été 1990 à Barcelone fut complètement différent de celui de 1988. Cette fois, nous n'avions rien à cacher. Matteo emménagea dans mon appartement pour la durée de la tournée. Nous marchions main dans la main sur les Ramblas. Nous embrassions sur les terrasses des cafés. Nous vivions notre amour au grand jour. Ce n'était pas parfait. Nous recevions encore des regards désapprobateurs, des commentaires désobligeants. Mais nous avions aussi des alliés, des amis, une communauté qui nous soutenait. Et surtout, nous nous avions l'un l'autre, sans compromis, sans secret. La pièce de Matteo fut un succès. Chaque soir, je m'asseyais dans le public du théâtre grec, le
regardant briller sur scène. Et chaque soir, après la représentation, il rentrait à la maison avec moi, où nous faisions l'amour, parlions jusqu'à l'aube, construisions une vie ensemble. Un soir d'août, exactement 2 ans jour pour jour, après notre première nuit ensemble, je l'emmenai sur le toit du palais Montjuïc, le lieu où tout avait commencé. « Je veux te montrer quelque chose », dis-je en dépliant des plans sur le parapet. « Qu'est-ce que c'est ? Un projet. Un théâtre que je veux construire ici à Barcelone. Un espace pour les artistes alternatifs, pour les histoires qui ne sont généralement pas racontées. Et je veux que tu m'aides à le concevoir. Pas juste comme inspiration, mais comme co-créateur. Ton art et le mien, fusionnés ensemble. » Matteo regarda les plans, ses yeux s'élargissant de surprise et d'émotion. « Tu es sérieux ? » ?»« Complètement. Nous allons construire quelque chose ensemble, Matteo. Quelque chose qui durera. Comme Gaudí et sa Sagrada Familia, nous allons créer quelque chose plus grand que nous. » Il leva les yeux vers moi, des larmes brillant dans la lumière du crépuscule. « Je t'aime, Julien Beaumont, mon architecte français, têtu et merveilleux. Je t'aime aussi, Matteo Heredia, mon gitan impossible et magnifique. » Nous nous embrassâmes alors, sur ce toit qui avait été témoin de notre premier baiser 2 ans auparavant. Mais cette fois, il n'y avait pas de fin qui approchait, pas de séparation imminente. Seulement un futur que nous allions construire ensemble, pierre par pierre, jour par jour. Le théâtre prit 2 ans à construire. Nous le nommâmes El Refugio, le refuge. Il ouvrit ses portes en 1992, juste à temps pour les Jeux olympiques. C'était un espace intime et chaleureux, avec des sièges pour seulement 150 personnes, mais c'était le nôtre. Un lieu où des histoires d'amour comme la nôtre pouvaient être racontées, célébrées, honorées. Matteo devint le directeur artistique pendant que je gérais les aspects architecturaux et administratifs. Nous travaillions côte à côte, nos talents se complétant parfaitement. Parfois, nous nous disputions sur des décisions créatives, nos tempéraments passionnés entrant en collision. Mais nous apprenions à communiquer, à compromettre, à grandir ensemble. Notre vie n'était pas un conte de fées. Il y avait des difficultés, des moments de doute, des jours où le poids du monde semblait trop lourd. L'épidémie de sida qui ravageait la communauté gay nous toucha de près, emportant des amis, rappelant constamment la fragilité de ce que nous avions. Nous nous faisions tester régulièrement, soulagés à chaque fois que les résultats revenaient négatifs, mais portant le deuil de ceux qui n'avaient pas cette chance. Mais à travers tout, nous nous tenions l'un à côté de l'autre, dans les bons moments et les mauvais, dans la santé et la maladie, dans la joie et la peine. En 1995, alors que l'Espagne débattait des droits des couples de même sexe, nous décidâmes d'organiser notre propre cérémonie. Elle n'était pas légale, pas officiellement reconnue, mais pour nous, elle était sacrée. Nous l'organisâmes dans le patio du palais Montjuïc, entourés par nos amis, nos collègues, notre famille choisie. Antonio fut notre témoin, les larmes coulant librement sur son visage alors qu'il pensait à son propre amour perdu. Eduardo créa une fresque spéciale pour l'occasion, nous représentant dans le style des peintures médiévales que nous avions restaurées ensemble. « Je prends cet homme », dis-je, tenant les mains de Matteo dans les miennes, non pas parce que la société l'approuve, non pas parce que mes parents le comprennent, non pas parce que c'est facile. Je le prends parce qu'il m'a appris ce que signifie vivre authentiquement. Parce qu'il m'a montré que l'amour vaut tous les risques. Parce que construire une vie avec lui est le plus beau projet architectural que je réaliserai jamais.
Matteo sourit à travers ses larmes. « Je prends cet homme, dit-il, parce qu'il m'a prouvé que le courage peut grandir, que les gens peuvent changer, que l'amour peut triompher de la peur. Parce qu'il construit des ponts là où d'autres voient des murs. Parce qu'avec lui, je suis enfin chez moi. » Nous échangeâmes des anneaux simples, en argent, gravés des dates qui comptaient, 1988, l'année où nous nous étions rencontrés. 1990, l'année où nous nous étions retrouvés. 1995, l'année où nous faisions cette promesse. Ce soir-là, alors que nos invités dansaient dans le patio sous les étoiles, Matteo et moi montâmes sur le toit, notre lieu sacré. « Si tu pouvais retourner en arrière, demanda-t-il, ce premier été, sachant tout ce que tu sais maintenant, ferais-tu quelque chose différemment? » Je réfléchis longuement à sa question. « Oui, » répondis-je finalement. Je n'aurais pas perdu ces 2 années. Je t'aurais choisi dès le premier jour, sans hésitation, sans peur. Mais ces 2 années nous ont menés ici. Sans elles, serions-nous aussi forts? Il avait raison. La douleur de notre séparation, le courage nécessaire pour nous retrouver, les défis que nous avions affrontés ensemble, tout cela avait forgé un lien incassable entre nous. « Tu as toujours été plus sage que moi, » dis-je en l'embrassant. « Non, j'ai juste toujours su ce que je voulais. C'était toi qui devais apprendre. » Au fil des années, El Refugio devint un pilier de la communauté culturelle de Barcelone. Nous produisîmes des pièces qui exploraient l'identité queer, qui célébraient l'amour dans toutes ses formes, qui donnaient une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. Des jeunes artistes y trouvaient leur première scène. Des histoires importantes y étaient racontées. En 2005, quand l'Espagne légalisa le mariage homosexuel, nous fûmes parmi les premiers couples à officialiser légalement leur union. C'était une cérémonie simple au tribunal, si différente de notre grande célébration 10 ans plus tôt. Mais quand le juge prononça les mots « Je vous déclare mariés », quelque chose en nous se libéra. Une validation que nous n'avions pas réalisé avoir besoin. « Monsieur et Monsieur Beaumont-Hérédia », dit Matteo avec un sourire en sortant du tribunal, testant notre nouveau nom composé. « Ça sonne bien », répondis-je en l'embrassant, là, en plein jour, sur les marches du palais de justice, sans une once de peur. Les années passèrent. Nos cheveux grisonnèrent. Des rides se formèrent autour de nos yeux, témoins de milliers de sourires partagés. Nos corps changèrent, mais notre amour ne fit que s'approfondir, mûrir, devenir quelque chose de solide et inébranlable. Nous voyageâmes ensemble, explorant le monde que nous avions auparavant regardé séparément. Nous retournâmes à Paris, cette fois comme un couple ouvertement aimant, marchant, main dans la main le long de la Seine. Nous visitâmes la Provence, où mes parents, après des années de résistance, avaient finalement appris à accepter, et même à chérir Matteo. Nous allâmes à Grenade, où la famille gitane de Matteo l'accueillit avec des célébrations et accepta avec chaleur l'homme français qu'il avait choisi. Et toujours, nous retournions à Barcelone, notre ville, le lieu où notre histoire avait commencé. En 2018, nous célébrâmes notre 30e anniversaire, comptant depuis cette première nuit magique en 1988. El Refugio organisa une soirée spéciale en notre honneur, une rétrospective de toutes les productions que nous avions montées au fil des décennies. 30 ans, dit Matteo ce soir-là, son bras autour de ma taille, alors que nous regardions les photos et les affiches qui tapissaient les murs du théâtre. Si on m'avait dit, quand je posais sur les Ramblas pour quelques pesetas, que je construirais tout cela, tu l'aurais cru, l'interrompis-je. Tu as toujours cru en la magie,
en l'impossible. C'est moi qui avais besoin d'apprendre. Et tu as appris. Il tourna son visage vers le mien. Ses yeux sombres qui m'avaient ensorcelé 3 décennies plus tôt, toujours aussi captivants. Tu as appris le courage, l'authenticité, l'amour sans condition. Tu as été un excellent professeur et tu as été un excellent élève. Cette nuit-là, nous retournâmes une dernière fois sur le toit du palais Montjuïc. Nos genoux protestaient contre l'escalier raide. Nos dos n'étaient plus aussi droits qu'avant. Mais la vue était toujours aussi magnifique. Et l'amour entre nous était toujours aussi fort. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ici, il y a si longtemps? Demanda Matteo. À propos de Gaudi et de construire quelque chose qui durerait au-delà de nous. Bien sûr. Nous l'avons fait. Il fit un geste vers la ville en contrebas. Regarde tout ce que nous avons construit. Pas seulement elle, Refugio, mais des vies changées, des histoires racontées, de l'amour célébré. C'est notre cathédrale inachevée, Julien. Et elle continuera à grandir longtemps après nous. Il avait raison. Nous avions construit quelque chose de beau, de durable, d'important. Pas parfait, jamais parfait, mais authentique. Courageux, aimé. Je ne regrette rien, dis-je, le serrant contre moi. Même pas ces 2 années perdues. Surtout pas celles-là. Elles nous ont appris la valeur de ce que nous avons. Elles ont transformé l'amour en quelque chose que nous avons choisi, pas quelque chose qui nous est simplement arrivé. Nous restâmes là longtemps, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel de Barcelone. 2 hommes qui avaient vécu une vie extraordinaire, simplement en ayant le courage d'aimer authentiquement. Aujourd'hui, alors que je suis assis à mon bureau, les premières lueurs de l'aube illuminant les toits de Barcelone, je repense à cet été de 1988. Je pense au jeune architecte français, si sûr de tout et en réalité si perdu. Je pense au jeune homme gitan qui posait sur les Ramblas, qui savait déjà des vérités que j'allais mettre des années à comprendre. Matteo dort encore dans notre chambre, son souffle régulier, son corps chaleureux à côté du mien depuis tant d'années. Dans quelques heures, nous irons au théâtre ensemble, comme nous le faisons presque chaque jour. Nous déjeunerons dans notre café préféré. Nous nous promènerons peut-être sur les Ramblas, où tout a commencé. Et ce soir, comme tous les soirs, je m'endormirai reconnaissant. Reconnaissant pour le courage que Matteo m'a insufflé. Reconnaissant pour l'amour que nous avons construit ensemble, pierre par pierre, jour par jour. Reconnaissant d'avoir finalement appris que vivre authentiquement n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'amour véritable exige du courage. Il exige de l'honnêteté. Il exige de choisir, encore et encore, même quand c'est difficile, même quand ça fait peur. Mais au bout du compte, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Août à Barcelone. Le mois où ma vie a vraiment commencé. Le mois où j'ai appris à aimer. Le mois où j'ai découvert qui j'étais vraiment. Et chaque août qui suit est une célébration de cette découverte. Une gratitude pour le jeune gitan aux yeux sombres qui m'a montré le chemin. Notre histoire n'est pas un conte de fées. C'est quelque chose de mieux. C'est réel. Avec toutes ses imperfections, ses défis, ses moments de doute et ses moments de triomphe. C'est une histoire de transformation, de croissance, de 2 âmes qui se sont trouvées dans une ville magique et ont construit une vie ensemble malgré tous les obstacles. Et elle continue encore aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Sur une échelle de 0 à 10, quelle note, lui, donneriez-vous?
Vos retours en commentaire me sont précieux et m'aident à continuer à partager ces récits d'amour et de courage. N'oubliez pas également de me dire de quelle ville vous nous écoutez. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi à travers les rues ensoleillées de Barcelone, à travers 3 décennies d'amour et de croissance. Que cette histoire vous inspire à avoir le courage de vivre authentiquement, d'aimer sans peur et de construire quelque chose de beau avec les personnes que vous aimez. Jusqu'à la prochaine histoire, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, l'amour véritable vaut toujours le risque. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de vivre authentiquement et d'aimer librement. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire.